Donc nous allons parler ensemble, lors de ce forum, de l'accompagnement de la fin de vie et du deuil en temps de pandémie. Alors, autour de moi, différents intervenants que j'ai le plaisir de vous présenter. Ils pourront compléter par la suite s'ils le souhaitent. Donc, Rabia Boulassas, qui est gériatre au CHU de Nice et qui coordonne le comité d'éthique gériatrie à l'espace éthique azuréen. Voilà une autre niçoise, Hélène Brock, qui est psychologue, clinicienne au CHU de Nice et qui a été membre pendant longtemps, comme moi, du conseil scientifique de la SFAP. Nous avons également Marie de Henzel. Alors, j'ai du mal à la présenter parce qu'en fait, vous la connaissez tous. Donc, qui a été la première psychologue en service de soins palliatifs. C'était presque hier. Voilà, et qui est devenue aujourd'hui écrivaine et qui nous aide à réfléchir dans des livres que vous connaissez. Je vais citer évidemment La mort intime, mais il y en a bien d'autres. Et le tout dernier qui s'appelle L'adieu interdit, dont Marie, bien sûr, va pouvoir nous parler. Vianney Mourmand, on a quand même un homme, vous avez vu à la tribune. Vianney, qui est médecin spécialisé en soins palliatifs et en douleur. Et qui a beaucoup travaillé sur les problèmes éthiques autour de la fin de vie. Voilà, moi-même je suis Elisabeth Quignard, je suis gériatre et médecin en soins palliatifs à la retraite. Et donc toujours intéressée par les problèmes éthiques et travaillant avec l'équipe d'Emmanuel Hirsch. Alors voilà, notre atelier, quel accompagnement de la fin de vie et du deuil en temps de pandémie. Ce temps de pandémie, il est venu bouleverser le quotidien des soignants. Clairement, déjà une charge de travail très fortement augmentée, et puis, et c'est de ça que nous parlons bien sûr aujourd'hui, de nouveaux problèmes éthiques qui ont surgi, mettant à mal les habitudes, les valeurs, les certitudes aussi des soignants. Et je voudrais souligner simplement 3 points pour démarrer, qui ont déjà été évoqués un petit peu aujourd'hui, soit ce matin en plénière, soit dans certains ateliers. Au début de la crise, ce problème du tri, pénurie de moyens, donc de graves questions sur le plan éthique. Est-ce qu'on allait ou pas transférer les patients en réanimation, personnes âgées, personnes handicapées également. De nombreux patients ont terminé leur vie en EHPAD ou dans des services de gériatrie, parfois dans des services de soins palliatifs, parfois, et on a entendu des témoignages tout à l'heure, dans des unités palliatives qui avaient été constituées pour la circonstance, qui n'existaient pas auparavant, qui ont été éphémères. Mais surtout, des personnes souvent qui sont décédées, qui ont terminé leur vie, sans la possibilité d'être accompagnées par leurs proches, en raison de mesures drastiques, eu égard à la pandémie, mais qui souvent quand même me semblent avoir été relayées et aggravées par la peur que certains administratifs, directeurs, etc., avaient conçu et relayaient, voire aggravaient des directives qui étaient données. Les soignants ont donc été obligés de respecter des mesures qui souvent heurtaient leur pratique. Les espaces éthiques ont été sollicités, que ce soit à Paris ou dans ce que je connais bien plutôt en province, notamment l'espace éthique Champagne-Ardenne. Beaucoup de saisines qui sont venues pour les problèmes de fin de vie, comment faire pour bien faire. Et on a essayé d'aider les personnes à réfléchir en rappelant toujours les principes éthiques fondamentaux, en demandant d'évaluer chaque situation, de préciser les bénéfices, les risques, de ne pas oublier la réflexion collégiale, pluridisciplinaire qui est tellement importante. En temps de crise, malgré tout, on ne peut pas éviter l'application de la loi. Et je pense que la situation de crise exigeait plus encore que d'habitude une réflexion éthique solide, argumentée, au cas par cas. Le deuxième point, c'est l'interdiction des visites en établissement. On en a déjà beaucoup parlé, qui
sur la fin de vie a eu, on le sait, des effets fort délétères. Ça a souvent été ressenti comme insupportable, tant par les résidents que par les familles. Pas pouvoir se parler, pas pouvoir s'embrasser, se tenir dans les bras, accompagner. Ça a été très difficile. Enfin, troisième point, cette pandémie, elle est venue aussi bouleverser l'accompagnement du deuil et les rites funéraires que toujours, dans toute civilisation, on pratique. L'obligation de mise en bière immédiate qui heurtait les convictions et les habitudes des soignants, l'impossibilité d'un ultime hommage à celui qui venait de mourir, l'impossibilité des rites habituels lors du deuil, a aussi mis à mal ceux qui restent, qui ont souvent eu du mal à faire leur deuil, justement. Heureusement, ici et là, des aménagements dans les services, des gens qui ont résisté un peu aux injonctions, qui ont réfléchi et fait autrement. Je vous laisse entendre, pour terminer ce propos liminaire, un extrait d'un livre que je vous recommande par ailleurs, de Delphine Orvilleur. Je ne sais pas si vous connaissez Delphine Orvilleur, elle est rabbin. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Vivre avec nos morts », qui est remarquable, c'est chez Grasset. Et elle écrit « Des visites au chevet de malades, tandis que nos masques et nos gants privent d'un visage, d'un sourire ou d'une main tendue ceux qui partent. L'isolement imposé à nos aînés pour les protéger d'une mort qui viendra quand même les visiter, mais les trouvera désespérément seuls. Des enterrements à huis clos où l'on compte les présents, où l'on refuse aux endeuillés une embrassade ou une main serrée. Il nous a fallu vivre cela et nous dire qu'on y réfléchirait plus tard, trop tard, écrit-elle. Alors, ça me semble très fort comme parole. Pour autant, il n'est pas trop tard pour nous, ensemble, y réfléchir. Et je pense que les témoignages des cliniciens qui sont là à ma droite vont pouvoir nous aider et éclairer toute cette période et tout ce qui a été vécu pendant cette période. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, je suis le docteur Rabia Boulassa, je suis gériatre au CHU de Nice. Et on m'a conviée, et je remercie en particulier M. Xil, qui m'a demandé d'intervenir sur ce sujet qui est très important, cet accompagnement. Et lorsqu'on m'a donc posé cette question, je me suis dit, tiens, on l'a tous vécu différemment, cet accompagnement finalement, que l'on soit médecin, psychologue, aide-soignante. On l'a vécu dans des contextes très différents, que l'on soit à l'hôpital, en EHPAD, à la maison. Et vous m'excuserez parce que j'ai quelques minutes d'intervention et je ne vais vous donner finalement que les questionnements qui sont nés à la fois de notre espace éthique gériatrie et à la fois de notre service de gériatrie où on a eu une unité Covid et un accompagnement. Donc probablement, c'est très réducteur par rapport à ce qui s'est passé et puis en gériatrie en général. Et je m'en excuse par avance. Quand on parle d'accompagnement, en fait, ça met en œuvre pas mal de choses, des compétences techniques, des compétences finalement humaines, des compétences aussi organisationnelles. Et en tant que chef de pôle adjointe de la gériatrie, je dois dire que c'est peut-être ce qui m'a donné le plus de fil à retordre avec le professeur Guérin lors de la mise en place de nos unités et de nos services d'accompagnement aux différentes strates de l'accompagnement. Je me suis aussi posé la question de me dire quand est-ce qu'on débute finalement un accompagnement ? Là, on parle de l'accompagnement de fin de vie, mais finalement, l'accompagnement, il ne commence pas au moment où on dit que le patient va probablement mourir à la famille. Il commence au diagnostic, probablement, quand on pose déjà la problématique de cette maladie terrible. Et déjà, à ce moment-là, il y a un problème. Et des difficultés, des interrogations et des conflits. Puisque vous le savez, les compétences, on ne les avait pas. C'est une nouvelle maladie avec beaucoup d'incertitudes, à la fois thérapeutiques, à la fois le nombre de jours d'isolement, comment faire le dépistage. On s'est aperçu qu'on avait des PCR négatives et de vrais Covid, avec des scanners fortement positifs. Donc déjà, à ce moment-là, tout à l'heure, M. Pes parlait d'avoir un langage commun auprès des familles. Eh bien déjà, on avait une difficulté. Parce que parfois, le patient était à la maison, puis on disait non, la PCR est normale, ce n'est pas un Covid. Et puis le patient se dégradait et rentrait dans une phase de prise en charge terminale. Les familles ne comprenaient pas. Et d'avoir des discours différents parfois entre différents praticiens de bonne foi,
c'était compliqué. Ensuite, on a eu effectivement comment on prend en charge les patients. Et là, les modalités ont été très, très différentes. Là, on était vraiment dans un principe parfois de priorisation, même dans le soin palliatif, parce que là, on parle de fin de vie. Il y a des patients qui sont morts à la maison, d'autres qui sont morts en EHPAD, d'autres qui sont morts à l'hôpital. Et finalement, pourquoi tel patient qui avait finalement les mêmes caractéristiques devait décéder en EHPAD, alors qu'un autre avait pu avoir la possibilité d'aller dans un service où il y avait peut-être un peu plus de confort, mais peut-être pas, parce qu'on fait de très bons accompagnements au domicile. Mais parfois, mes collègues, il y a le docteur Maillan qui est dans la salle et qui s'est occupé de la hotline, donc des patients qui étaient au domicile avec les médecins traitants et en EHPAD, elles devaient, avec le SAMU, c'était une sorte de combo, décider de quel patient on laissait à la maison, quelle personne donc on envoyait le SAMU pour aller le chercher, voir les modalités de prise en charge. Et je crois que c'est très très difficile de prioriser comme ça en quelques minutes. Alors, bon, le docteur Maillan, elle est très forte, elle arrive à poser plein de bonnes questions et arriver à aider. Mais voilà, on est dans une sorte de priorisation. Il y avait un principe effectivement de justice et d'équité qui était quand même parfois très très compliqué. Et tout ceci dans un contexte d'anxiété, de problématiques très chamboulées finalement, et vraiment des priorisations qui ont été difficiles. Des inégalités aussi. Parce qu'on le sait, on va vous parler d'expériences formidables, et nous on en a vécu, mais il y a aussi des expériences très difficiles, de difficultés d'avoir l'oxygène au bon moment à la maison, de sédation qui ne se faisait pas bien. Alors les collègues du soin palliatif vont en parler avec nous, je pense, un peu plus. Des protocoles qu'on a mis en place à travers la hotline et qu'on a diffusés largement auprès des EHPAD, des produits qui n'étaient pas forcément disponibles, des adaptations, des médicaments qui ne marchaient pas forcément bien. Donc tout n'était pas rose, mais il y a eu des organisations qui ont été mises en place. À côté de ça, on avait souvent aussi des témoignages « je n'ai pas pu bien faire les choses ». J'aurais voulu faire mieux pour les patients, à la maison, en EHPAD, et avec ce sentiment, je dirais, d'inutilité. Et puis tout ce renfort de la part, je dirais, des équipes soignantes qui se sont mis les uns à côté des autres pour essayer de braver ces grosses difficultés. Et oublier parfois que quand on n'arrive pas à bien ficeler comme on aimerait le faire, ne serait-ce que notre présence est parfois quelque chose de très réconfortant, puisqu'on parle d'accompagnement pour les familles, mais également pour les patients. On avait également de gros dilemmes, et ça a été beaucoup discuté, puisque tous les midis, on se retrouvait pour discuter avec le docteur Maillan, avec le docteur Béréder, avec nos amis psychologues. On a une belle brochette ici du service, où on voyait les médecins de l'unité Covid, nos jeunes médecins de l'unité Covid, où on discutait cas par cas les problématiques. Et là, on a dérogé, on a transgressé. On a eu un gros débat l'autre jour, on avait une réunion avec M. Hirsch et M. Gzil à l'hôpital. Et M. Gzil parlait de dérogation, M. Hirsch de transgression. Alors moi, je pense que des fois, on a dérogé. Je vais les mettre d'accord tous les deux. Et parfois, on a réellement transgressé sur les visites, au cas par cas. Et parfois, a posteriori, on s'est dit, on aurait dû le faire et on ne l'a pas fait. Parce que ça aurait été bien de pouvoir le faire. Et parfois, ce confinement, finalement, et les visites, quand on parle des visites, on avait des patients qui ne venaient pas, des familles qui ne venaient pas, mais qui ne souhaitaient pas forcément venir. Donc il ne faut pas forcément dire que tout le monde a souffert des visites qui ont été interdites de manière abrupte. Certains en ont beaucoup souffert, d'autres pas. Et quand la souffrance était très importante, c'est vrai que nous, on a tenté de déroger, surtout sur la fin de vie. Alors d'emblée, pour les non-Covid, il était hors de question qu'un patient en fin de vie ne puisse pas avoir la visite des proches. Ça a été d'emblée, dès le départ. Pour les Covid, ça a été un peu plus compliqué. Il a fallu plusieurs jours, puis l'expérience et puis l'accompagnement. Mais on a quand même fait des dérogations au cas par cas et en collégialité, bien sûr, toujours avec les équipes de soins. En termes, je dirais, de choix du patient, c'était un peu plus difficile. Je pense que là, on a eu une organisation écrasante, je pense. Ça, c'est mon avis très personnel. Le patient n'a pas beaucoup eu le choix quand on l'a emmené ou quand on l'a admis ou pas admis. Je pense qu'au niveau du choix du patient, et je pense que beaucoup de praticiens l'ont vécu comme ça, on a quand même été très descendants sur les décisions d'hospitalisation, les décisions de visite, les décisions il y a certaines unités où effectivement il y a eu 0 visite
même en cas de décès. Hein, on me l'a rapporté. Et je crois que c'était très descendant et on n'a pas pu, je pense, avoir assez de maturité dans certaines situations pour ne pas écouter. Je pense qu'on n'a pas assez écouté les patients. Ça, c'est quelque chose qui me paraît assez important. Et c'est vrai que l'intérêt collectif, parfois primé, et ça je le dis en tant que manager, l'intérêt individuel parfois primé. Et je crois que la difficulté collective, l'intérêt collectif parfois primé dans une situation précise, et effectivement on était plus protectionniste, et l'intérêt individuel parfois primé. Et la grosse difficulté en tant que manager, c'est d'arriver à voir dans une situation quelle est la balance la plus importante à un instant T. Et je crois que c'est très très difficile. Et quand on parlait tout à l'heure d'éthique du management, il y a une personne qui était dans la salle qui a parlé tout à l'heure. Je crois que ça aussi, c'est une piste à creuser dans l'avenir. Après, comme je suis quelqu'un un peu d'optimiste, hein, Madame Brock, elle va faire la pessimiste, elle m'a dit. Donc, on s'est réparti les tâches. Je dirai encore quelques points avant de laisser la parole. Ce qui a été finalement très intéressant et très exaltant dans cette expérience, même s'il y a eu beaucoup de périodes difficiles dans l'accompagnement, c'est que dans cet accompagnement, que ce soit des familles ou des patients, on a eu une collégialité et on a eu une pluridisciplinarité dans la décision qui a permis finalement, avec nos réunions tous les midis, de pouvoir déroger, de pouvoir transgresser sans le faire tout seul. Alors qu'au domicile, je ne suis pas sûre que ce soit si simple. Et on s'est souvent mis à la place des personnes qui étaient au domicile, et surtout le docteur Maillan qui avait au téléphone les médecins traitants, les infirmières des EHPAD, et qui sont en décision. Et on s'était dit que c'était probablement plus lourd lorsqu'on était un peu isolé dans une unité à l'extérieur. Le deuxième point, c'est qu'on a vraiment tenté de maintenir le lien, qui est quelque chose de très important. Et mes collègues psychologues armés de technologies ont sillonné les côtés Covid, non Covid d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas que les Covid, hein, il fallait penser aux autres également. Et elles ont maintenu le lien de manière technologique, et j'ai trouvé que c'était quelque chose de quand même pas mal. Et on a eu beaucoup de retours. Il y a eu le lien humain, puisqu'elles ont appelé, ainsi que les médecins, matin et soir, les familles. Et maintenir le lien, par rapport à cet accompagnement, je crois que c'était assez admirable, puisque tous les jours, toutes les familles, que ce soit Covid, non Covid, ont été appelées par soit les médecins, soit les psychologues, et je crois que c'était quelque chose d'intéressant. Après, je pense que pour ces questions difficiles, quand on a été en grande difficulté dans l'accompagnement d'un patient ou d'une famille, on a toujours essayé de se recentrer en équipe sur se mettre à l'échelle de l'individu et du patient, ou de qu'est-ce qui est bon finalement pour nous, dans notre collectivité, qu'est-ce qui est bon pour le patient, et essayer de trancher à comment mieux l'accompagner dans une situation de crise. Et se mettre dans quel est le besoin à un instant T du patient, du soignant, de l'équipe. Ça nous a permis quand même d'arriver souvent à un consensus. Et c'est vrai que par exemple pour les rites funéraires, on a beaucoup dérogé. On a fait rentrer des robes, des vêtements, voilà. Il y a même eu des choses très, très étranges, mais qui se sont faites pour le bien de la famille. Je me souviens d'une infirmière, et je terminerai cette anecdote, qui m'a dit « j'ai fait une bêtise ». Je lui ai dit « bon, qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai donné des cheveux, j'ai donné une petite mèche de cheveux d'une patiente et le dentier. Parce que dans la famille de cette patiente, c'est des choses qu'ils gardent habituellement entre eux, ils se les montrent après. Elle m'a dit « mais j'ai tout désinfecté, j'ai tout mis dans un plastique et je lui ai dit de ne pas l'ouvrir avant 3 semaines ». Alors donc vous voyez que la dérogation et finalement la transgression de « oulala, on aurait pu faire sortir le Covid de l'hôpital » se transformait en un acte de bienfaisance sur une famille qui était complètement anxieuse et qui, en emportant ce petit morceau finalement de vie, ça a fait diminuer effectivement l'anxiété. Donc on a toujours pensé à essayer de faire cette balance bénéfice-risque qui est pour nous effectivement très très difficile. Et je pense que dans l'accompagnement, doser la dérogation, la transgression est la plus belle chose qu'on ait fait dans cet accompagnement. Je vous remercie. Alors, donc moi je m'appelle Hélène Brock, je suis psychologue clinicienne au CHU de Nice. Effectivement, pendant 6 années, j'ai été membre du conseil scientifique de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Pendant la crise Covid, je travaille actuellement en médecine physique et réadaptation, donc j'ai eu à prendre en charge avec mes collègues tous les patients dits Covid graves sortis de réanimation.
et aussi à accompagner leurs familles donc, qui avaient vécu indirectement, directement la crise. Et je me suis dit qu'il y avait quand même besoin que quelqu'un prenne la parole au nom de ces familles qui ont été mises en grande difficulté par les mesures qui ont été prises pendant la pandémie. Et donc, je vous ai préparé une petite intervention pour essayer de relater ce qui s'est passé et ce que peut-être on pourrait en faire, ou en tout cas vous proposer quelques pistes de réflexion pour qu'on puisse échanger. Le CHU de Nice a fait, je pense, le mieux qu'il a pu en organisant les choses dans le lien. On pourra en discuter. La ville de Nice aussi, il faut leur dire merci parce qu'ils ont créé un comité scientifique local et ils ont eu la gentillesse de m'inviter pour donner des points de vue tenant compte des aspects psychologiques. Et je crois pouvoir dire que, en tout cas pour les résidents qui étaient donc dans les EHPAD publics de la ville, les mesures ont été assouplies assez rapidement par rapport aux visites de famille et par rapport aux liens. Donc je remercie un petit peu tout le monde de cet étayage pluriprofessionnel. Alors, lors des états généraux des malades du cancer, ça date de 2005, les états généraux des malades du cancer, Carmen, une malade, avait pris la parole en introduction de ces journées pour dire aux soignants qui étaient présents dans la salle « Je suis un être physique, un être psychique, un être subtil et spirituel » et elle leur disait « Comment m'avez-vous soigné ?» Alors cette question, je pense quand même que nous pouvons la reposer aujourd'hui après la crise Covid que nous venons de traverser. En effet, jamais dans l'histoire récente, personne n'avait interdit aux proches de visiter les malades, en tout cas sur une période aussi longue. Jamais on n'avait condamné des patients hospitalisés avec des maladies graves et avec un pronostic vital engagé à une solitude contrainte. Jamais on n'avait interdit l'adieu à des proches au moment de la fin de vie. L'hôpital, généralement bastion de la confiance, de l'accueil, qui a vraiment vocation de prendre soin de tous, s'est transformé sous l'effet de la crise Covid en une sorte de forteresse clivante et clivée. Et il faut quand même le dire, c'est la première fois où nous, soignants, nous avons eu peur de celui que l'on soigne et qu'on l'a vécu comme un potentiel agresseur pouvant transmettre la mort. Et qu'on a eu aussi peur de celui qui accompagne celui que l'on soignait, lui aussi pouvant transmettre le virus. La famille pouvant représenter un danger pour le patient, pour les patients et aussi pour les soignants, cela s'est traduit par des conduites visant à interdire les visites ou à les restreindre de manière drastique, sans possibilité de contact physique. Alors personne, au moment de la première vague, n'a véritablement envisagé que les soignants pouvaient être tout aussi dangereux entre eux et puis pour les malades. Et cela va revenir, si vous voulez, après coup, autour de la question et de la polémique assez violente de la vaccination. Plus la peur du virus était grande dans les institutions et plus les conduites limitantes étaient importantes. Nous avons alors découvert des choses que nous ne connaissions pas, c'est-à-dire un pouvoir délégué aux chefs de service, aux chefs d'établissement, qui donc pouvaient décider de qui pouvait entrer dans le service, de quand et surtout de comment. Alors, il faut quand même le dire, parfois les choses, ça a été dit par Madame Quignard, je vais le reprendre, je pense que parfois les choses sont quand même allées loin, et même très loin, et c'est en fait cela que je voudrais interroger avec vous aujourd'hui. Je pense que c'est nécessaire qu'on le fasse.
Alors, en effet, dans certaines maisons de retraite, alors c'est toujours pas toutes, hein, c'est bien certaines maisons de retraite, peut-être avaient-elles vécu des choses très difficiles, hein, on va en discuter. On a vu des résidents pourtant vaccinés hein, être privés de droit de sortie, ou lorsqu'ils étaient autorisés à sortir, ils devaient après coup être en isolement pendant une semaine, ce qui avait évidemment pour effet que le résident ne demandait plus de droit de sortie. Hein. Nous avons vu dans les SSR, alors moi je travaille dans un SSR, dès la fin du premier confinement, tout s'est normalisé au niveau des visites, donc au CHU de Nice, dans ce service, avec les respects évidemment des protocoles. Les familles nous ont soutenus, nous n'avons eu aucun problème de gestion comportementale difficile. Au contraire, je pense que tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de problématique de cluster. Donc je témoigne quand même que c'est possible de faire autrement, mais dans d'autres SSR, à 30 km de là, les droits de visite étaient limités à 1 heure par semaine, sur rendez-vous, en présence d'un soignant, sans contact physique, pour une seule personne. Et en fait, il y a eu des atteintes quand même aux libertés, jamais vues auparavant, et que d'ailleurs le Conseil d'État a dénoncé début mars 2021, sans que rien ne change vraiment, malgré de nombreux appels pour que les choses se normalisent. Donc ce que je veux vous dire, c'est que finalement, pendant cette crise Covid, la rupture du lien et l'isolement ont été érigés comme modèle de protection. Alors, je suis psychologue quand même, donc je vais vous donner mon point de vue de psychologue. Depuis les travaux de Spitz et de Bowlby, tous les soignants savent que les carences, par insuffisance de soins ou de relations, sont celles qui délabrent le plus sur le plan psychique. Tous les soignants savent que le lien fait partie du soin. D'ailleurs, si jamais nous l'avions oublié pendant la crise, nous nous souvenons tous du visage de Germaine, cette personne âgée qui nous a interpellés à l'occasion d'un reportage. Et nous avons tous été émus parce qu'elle nous a dit que combien pour elle la visite qu'elle rendait chaque jour à sa voisine était vitale pour elle et organisait son désir de vivre, et que cette interdiction effectivement, lui faisait perdre le sens de sa vie. Alors, comme seule la dimension biomédicale a prévalu, les conseils scientifiques n'incluant, à ma connaissance, aucun psychologue représentant des sciences humaines, le respect strict des procédures dictées d'en haut par la science ont eu raison des besoins fondamentaux de l'être humain qui sont, on l'a dit ce matin, on le répète, relationnel et affectif. Alors, si les besoins organiques, biologiques, physiologiques ont été reconnus, les besoins psychologiques, eux, clairement, ne l'ont pas été. Or, si les besoins physiologiques de base, lorsqu'ils ne sont pas satisfaits, mettent la vie corporelle en danger, les besoins psychologiques non satisfaits vont mettre les mouvements de vie psychique en danger, c'est-à-dire le désir de vivre, et le résultat sera exactement le même. Il est important de le rappeler. Les décès ne sont donc pas les seules conséquences du virus que l'on devrait regarder. Le patient fragile et fragilisé a besoin d'être humanisé par les soignants qui doivent respecter ses besoins psychiques et relationnels, et notamment celui d'être en lien avec sa famille. Chez les personnes hospitalisées à Wuhan pour Covid, 1 an plus tard, 1/4 souffrent de troubles anxieux ou dépressifs. 1/8 de ces personnes n'a pas pu retravailler. En mars 2021, Santé publique France signale une hausse anormale des passages aux urgences pour gestes suicidaires, plus 38%, et des troubles de l'humeur, plus 40%, en particulier chez les enfants de moins de 15 ans. La rupture des liens avec l'environnement et le climat anxiogène poussé à son paroxysme
ont des conséquences particulièrement délétères sur l'équilibre psychique de tous. Alors, bien sûr, tout le monde a pensé faire au mieux, mais les conséquences psychopathologiques et psychotraumatiques que l'on peut mesurer aujourd'hui et qui affolent les statistiques montrent que l'on aurait probablement dû faire autrement. Tout a été décidé sans véritablement tenir compte des besoins affectifs de la personne. Seule la dimension biomédicale a prévalu tout au long de cette crise. Je vais vous citer des paroles de patients que j'ai eus dans mon service. Une dame qui est restée donc dans un service de chirurgie et qui me raconte « Je suis restée 3 mois avec des douleurs terribles. On va attendre que le Covid passe, me disait le chirurgien. On se pose un tas de questions, mais on peut en parler à personne. J'étais seule dans une chambre parce que j'avais une infection et sans aucune visite, c'est affreux. On se dit très très vite, à quoi bon continuer comme ça ?» Une autre phrase. Oui. Ils étaient tous gentils et soignants, mais c'est quand même pas notre famille. Une autre phrase, je pensais tout le temps à tous ces gens morts tout seuls et je me disais que moi aussi, j'allais partir comme ça. Et la dernière, on me disait qu'il ne savait pas si mon mari allait passer la nuit. C'était très dur, je ne pouvais pas le voir et j'étais seule chez moi, sans personne sur qui m'appuyer. C'est une période vraiment atroce et terrible à vivre dans une solitude angoissante. Alors pour conclure cet exposé, je dirais que toutes les familles que j'ai pu rencontrer m'ont parlé de la solitude angoissante et du traumatisme violent que cela représente de n'avoir pas pu accompagner leurs proches hospitalisés, avec le risque quotidien à chaque coup de fil d'apprendre que peut-être ce proche est décédé. Mais que toutes ces familles ont calmé après coup leur douleur morale en se raccrochant à cette chance d'avoir pu retrouver leur conjoint sauvé par les médecins. Mais en creux, il est tout à fait possible d'entrevoir la douleur immense de ceux qui ont perdu un proche dans ces circonstances traumatiques, sans possibilité de les soutenir et d'être auprès d'eux dans les derniers instants de leur vie et de leur dire adieu. Voilà, je vous remercie. Bien. Bien, moi je vais prendre la suite. Alors moi j'ai pris le parti de parler d'autre chose, même si c'est du Covid et c'est du soin palliatif. Je pense qu'on a tous traversé ces moments extrêmement difficiles, d'abord de cette maladie qu'on a découvert au fur et à mesure, et puis en tant que soin palliatif, cette confrontation quotidienne répétée, récurrente à la mort extrêmement violente et à la mort solitaire. Mais c'est pas là-dessus que je vais parler. Moi, je vais parler, ça a été dit un peu ce matin, cette espèce de truc très lointain qui est en Chine et puis qui se rapproche avec les Iraniens, puis après c'est l'Italie, puis après c'est l'Est de la France, puis après c'est chez nous. Et en fait, petit à petit, est arrivé ce que moi j'appelle, j'ai rien inventé, hein, une sorte d'anticipation anxieuse autour de ça. Et en fait, j'ai eu la chance, moi, de participer au sein de l'assistance publique Hôpitaux de Paris et de mon hôpital à pas mal de groupes qui ont travaillé autour de ça, et particulièrement un groupe qui s'appelait Covipal, qui a permis de réfléchir à l'organisation, à des fiches d'orientation, de prise en charge. On a pris des positions très tôt à l'assistance publique pour dire que même s'il y avait un interdit, on autorisait les visites pour les personnes en fin de vie, et travailler sur le soutien des soignants. Mais ce dont je voudrais surtout parler, moi, aujourd'hui, c'est des modalités de décision par rapport à l'engagement thérapeutique autour de ces patients. Le terme qui a été employé au départ, terme très militaire de médecine de catastrophe, c'est le terme de tri. Et ce terme de tri, en fait, il me parle particulièrement puisque moi, je suis dans une ONG qui s'occupe de soins palliatifs. Et on est en train d'élaborer, enfin, avant ça, on commençait à élaborer l'idée que quand il y a un transal qui part chargé de chirurgiens et de matériel chirurgical,
parce qu'il y a eu un tremblement de terre quelque part. C'était important que dans ce transal, il y ait quelques places et une malle et de la place pour une malle pour emmener un médecin de soins palliatifs et peut-être un infirmier pour pouvoir s'occuper de ceux qu'on ne traitera pas parce que trop graves et pouvoir. Alors c'est une réflexion qui est très large, très compliquée parce qu'en fait, nous en France, quand on arrive et qu'on met de la morphine à quelqu'un qui est en train de mourir, on est protégé. Mais quand on arrive au Mozambique et qu'on met de la morphine à quelqu'un qui est en train de mourir, on risque de se faire découper à la machette parce qu'en fait, y a encore cette idée que la morphine tue. Donc c'est une question que moi j'avais déjà un peu travaillé. Alors, le terme politiquement correct, c'est pas le tri, c'est la priorisation. Et c'est ce dont je vais essayer de vous parler. On a entendu à chaque vague, et vous l'avez encore entendu il y a 15 jours aux Antilles, ce cri d'alerte de on n'aura pas assez de place pour tout le monde et comment est-ce qu'on va faire. Alors, finalement, ce cri d'alerte, pour moi, il aura servi à être un cri d'alarme. C'est-à-dire que du fait de ce cri d'alerte, il y a eu des moyens qui ont été mis en place et il y a eu de la réflexion qui a été mise en place. Alors, la question, puisque ce cri d'alerte, c'était il va y avoir saturation, on ne pourra pas s'occuper de tout le monde, ça a été de se poser la question de savoir qui devait accéder aux services de soins critiques. Et c'est là qu'il y a eu beaucoup de choses de dites. Alors, peut-être vous vous souvenez, tout au début, ça devait être le 10 mars l'année dernière, les Italiens ont publié un texte, les réanimateurs italiens, et ils ont parlé de justice distributive. Alors ça m'a beaucoup travaillé. Je me suis dit, c'est quoi la justice distributive? Donc je suis allé chercher, comme tout le monde, sur Wikipédia. Et en fait, la justice distributive, c'est donner à celui qui mérite. Et à ce moment-là, j'ai compris que la justice distributive, quand on parlait de Covid, c'est ce qu'on pourrait appeler une justice distributive négative. C'est-à-dire qu'on ne donnera pas à celui qui est taré. C'est un peu provocateur, mais celui qui est taré n'aura pas. Donc on n'est pas dans une distribution quelque chose de généreux, on est dans quelque chose qui est privé. On a parlé aussi du premier arrivé, premier servi. On a parlé, il y a quand même eu des questions qui ont été posées sur, finalement, on va choisir, on va mettre une sorte de valeur de la vie humaine qui va faire qu'on va aller ou pas. Et finalement, la question, c'était est-ce que la décision de ne pas admettre les patients en soins critiques relevait plutôt d'une réflexion sur l'individu, son état de santé et le risque d'une obstination déraisonnable, ou est-ce qu'on était plutôt dans quelque chose on allait décider en fonction des places? Alors, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur ce sujet. Il y a les sociétés savantes qui se sont prononcées et en fait qui ont abordé, qui ont finalement mis des critères qui n'étaient pas des critères avec cut-off, mais plutôt des critères généraux pour essayer de réfléchir sur l'admission en soins critiques, avec l'idée qu'il fallait que le patient puisse survivre à l'agression, qui est quand même l'intubation et l'ECMO, les choses comme ça, et d'autre part que derrière, on puisse le rééduquer après une réanimation longue. Donc, les sociétés savantes de réanimation ont beaucoup travaillé là-dessus, et vous avez un des membres de ceux qui ont participé à ces réflexions qui est dans la salle, là-bas au bout, avec un masque noir, il s'appelle Mathieu Ledors. Alors, dans les réflexions qu'il y a eu aussi pour moi à ce moment-là, c'était l'idée de ne pas que la décision prise, par exemple, d'une non-réanimation, ne soit pas une perte de chance ultérieure. Pour vous le faire d'une façon très concrète, un patient est âgé, il est comorbide, et donc c'est pas raisonnable dans un Covid où il va se retrouver intubé pendant 15 jours ou pendant un mois, c'est pas raisonnable de l'envoyer en réanimation parce qu'il ne survivra pas. Et en même temps, ce patient, quand on en parle, il n'est pas encore à ce stade-là. Et puis peut-être il va passer le cap. Et la question, c'est derrière, 1 mois après, 2 mois après, il se casse le col du fémur. Est-ce que est gravé dans le marbre qu'il n'ira pas en réanimation alors qu'on n'est plus dans le contexte de la réanimation lourde du Covid? Donc c'était vraiment important pour moi d'arriver à ce que vous verrez, j'ai utilisé un mot un peu particulier tout à l'heure pour parler de ça, mais en tout cas, ne pas faire perdre de chance aux patients dans l'avenir qui auraient été récusés d'une réanimation pendant la période Covid. L'autre chose importante pour moi, ça a été aussi de veiller à ce qu'on n'utilise pas les mauvais arguments pour ne pas réanimer le patient, à savoir le handicap, la psychiatrie, qui auraient été des facteurs limitants pour un transfert en réanimation. Alors, ça c'est pour vous dire un peu les enjeux, et maintenant je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai aperçu, entrevu comme modalité de décision par rapport à ça. Alors, il y a des gens qui ont beaucoup parlé de cellules d'éthique, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous pouvez nous appeler, nous prendrons une décision. Alors je trouve le concept très intéressant. La seule question pour moi était comment est-ce qu'on peut être sur le pont 24 heures sur 24 parce qu'effectivement, il y a un moment, il faut pouvoir à 2 heures du matin avoir les idées claires. Et puis ça pose la question d'une cellule d'éthique qui serait à 2 heures du matin. Est-ce qu'on serait logé à l'hôpital 24 heures sur 24 pour pouvoir être auprès des patients? On a eu un autre modèle qui a été proposé, une sorte de RCP, tous les jours à 16 heures. Les médecins se rassemblent et on vient présenter les nouveaux entrants de l'hôpital. Et ce modèle-là m'a beaucoup questionné
Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un médecin qui vient présenter un patient, mais vous savez tous que quand on présente un patient, il y a un peu des artefacts, et quand on nous présente un patient, il y a un peu d'autres artefacts. C'est-à-dire qu'on a bien envie, on représente bien le patient comme on veut. Et donc, voilà. Puis, il y a effectivement le dernier modèle dont on parlait tout à l'heure, qui est la procédure individualisée, la procédure collégiale. Et c'est d'ailleurs le seul modèle qui soit reconnu en tant que tel par la loi et qui nous permette de prendre des décisions et d'être couverts, en tout cas, de nous permettre d'assumer derrière. Alors, tous ces modèles ont leurs avantages, leurs inconvénients. Je voudrais juste pointer quelques risques de tout ça. Le premier, je viens d'en parler, c'est le problème du hors-sol. C'est-à-dire quand on parle d'un patient en hors-sol, est-ce qu'on prend une décision? C'est-à-dire que finalement, on prend une décision sur quelque chose, sur une construction de l'esprit, avec les risques qu'il y a. Deuxième risque, c'est le problème du chronophage. Parce qu'effectivement, si on doit aller voir tous les patients et discuter avec toutes les équipes, il faut beaucoup, beaucoup de temps, surtout pendant une période Covid, où tout l'hôpital n'est rempli que de patients Covid. Un autre risque, c'est la saturation. Alors, je participe à pas mal de limitations de traitement sur l'hôpital en tant que tiers extérieur, en tant que médecin extérieur. Il y a un phénomène de saturation, c'est-à-dire qu'au bout de 2 patients, quand on commence à me parler du 3e, je ne sais plus de quoi on parle. Donc effectivement, le problème pendant une période de Covid, c'est comment est-ce qu'on fait pour ne pas être dans cette saturation. Un des autres risques, mais qui est un risque inhérent à tous les modèles, c'est le risque du compérage. C'est-à-dire qu'à force de travailler ensemble, on a quand même souvent des liens qui se créent avec un vrai risque d'avoir une pensée unique. Je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais utiliser un mot un peu particulier, c'est pour moi la fossilisation de la décision. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur à un moment est acté qu'il n'y a pas de réanimation, ça restera écrit, gravé dans le marbre, fossilisé, avec un beau squelette qu'on trouvera dans la pierre. Avec un vrai risque. C'est pas, si je vous en parle, c'est parce que moi, j'ai vu une patiente qui est morte après le Covid d'avoir été actée non réanimatoire pendant le Covid. Alors, j'ai marqué, mais j'arrive même pas à me lire. Oui, si. L'autre question autour de ces décisions, de ces procédures collégiales ou de ce qu'on veut, c'est qu'il y a aussi un problème qu'il faut un certain entraînement, c'est-à-dire qu'il faut oser prendre la parole, il faut oser s'exprimer, il faut savoir à peu près quelle est la limite de sa compétence, il faut aussi écouter, il faut être écouté, mais il faut aussi écouter, donc vous voyez que c'est quand même des choses extrêmement compliquées. Un des autres risques de tous ces dispositifs qui ont été créés pendant le Covid, c'est de mettre en place des éthiciens, alors que notre société française a décidé, contrairement à d'autres pays, particulièrement d'outre-Atlantique, de ne pas avoir de statut d'éthicien dans l'hôpital et avec des gens qui deviendraient en fait les référents éthiques d'un hôpital. Et puis, parce que ça c'est mon petit plaisir, j'aime bien parler aussi du risque de tyrannie procédurale, où on voit certaines fois une sorte de mâle dominant qui va expliquer aux autres ce qu'ils doivent penser, comment il faut faire. Et je trouve que cette tyrannie procédurale est un vrai risque. Pardon ? Alors c'est un dominant qui, en tout cas, sème une tyrannie autour de ça. Donc, bon, je ne vais pas épiloguer, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et puis on pourra en discuter après. Je pense que ce qui est aussi important, c'est la question de la responsabilité qu'on engage quand on participe à une décision de ce type, parce que je pense que c'est important de se dire, c'est facile de dire oui ou non, on ne va pas réanimer. En fait, derrière, il faut être là, faut savoir ce que ça va représenter et ce que ça représente de sédater quelqu'un qui est en train de s'étouffer parce qu'on a décidé qu'il n'irait pas en réanimation, sûrement pour des bonnes raisons. Avant de conclure, je voulais vous dire ce qu'on a mis en place aussi sur Lariboisière. Alors on parle de cellules d'éthique. Nous, on a mis une cellule de réticence éthique. C'est-à-dire que chaque fois qu'on était appelé sur des situations où c'était une évidence qu'il ne fallait pas réanimer, en fait, on allait juste questionner le principe. Et pour vous donner un exemple très, très concret, un patient de 80 ans, très bon état général, aucune comorbidité, pas de troubles cognitifs, il s'occupe de ses petits-enfants tous les jours, il va au marché, etc. Et les médecins m'appellent en me disant « Il faut que tu nous donnes ton accord pour dire qu'il n'est pas réanimatoire ». Et donc, c'était le premier samedi, c'était le 24 mars 2020. Et en fait, je leur dis, mais pourquoi vous me demandez ça? Et en fait, la réponse qui m'est donnée, c'est le service de soins de suite qui va prendre ce patient ne le prend que s'il est non réanimatoire. C'est-à-dire que la décision n'était pas posée autour du patient, mais autour de l'aval du patient. Et je pense que c'était extrêmement important d'être dans cette réticence éthique. Alors, pour conclure, on a eu de la chance,
Parce que finalement, en tout cas officiellement, il n'y a pas eu de saturation. On n'a jamais eu 5 patients pour un lit à devoir choisir entre les 5 lequel on prendra. Et si ça avait été le cas, en fait, je pense que, et en tout cas c'est ce sur quoi on a beaucoup milité, c'était pour dire si il devait y avoir un choix, il ne faudrait pas, aussi, sur ces 5 patients et ce seul lit, il ne faudrait pas que ça soit le professionnel de santé, il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit assumé collectivement et que ça soit transparent pour qu'il y ait une justice et que sur les différents hôpitaux, les critères soient les mêmes. Voilà, ça c'est pour dire c'est super, on est passé à côté, c'est parfait. En fait, c'est pas vrai. Bien entendu, on en a parlé. De la priorisation, il y en a eu. L'hôpital 100% Covid, c'est l'hôpital qui n'a plus ses patients avec le cancer, qui n'a plus ses patients, etc. Donc, il y a eu une priorisation. Il y a eu de la déprogrammation. Voilà. Et puis, et en tout cas, peut-être c'est... Alors là, c'est mon petit côté militant. La priorisation, elle existe aujourd'hui. Hein. L'hôpital qui marche avec 30% de ses lits fermés, c'est quand même une réalité. Et dans cette réalité-là, en fait, il y a des patients qui n'auront pas accès aux soins. Il y a une priorisation de ce type. Mon dernier mot, qui est vraiment pour moi la leçon, en tout cas de ces réflexions sur le degré d'engagement thérapeutique pour moi, le mot important qui est un mot cru, hein, qui est un mot fort, c'est on ne peut pas parler de priorisation, on ne peut pas parler de limitation de traitement sans être dans le fait d'incarner le patient, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit, enfin voilà, c'est pas un patient virtuel, c'est pas un patient dossier, c'est un patient qui, alors incarné ça fait viande, mais en tout cas il faut aller le voir, il faut aller se rendre compte de qui il est, parce que bien évidemment dans la façon dont on le présente, dans la façon dont on a envie de l'entendre, dans la façon dont on est épuisé, dans la façon où on a tous des préjugés, et bien derrière, on peut prendre des décisions sur des mauvaises raisons. Voilà, je vous remercie. Voilà, j'ai écouté tout cela. J'aime beaucoup ce dernier mot de incarner le patient, parce que le sous-titre de mon livre là sur l'adieu interdit, de l'urgence de préserver notre humanité. Ben, ça, c'en est un exemple. Alors, vous avez évidemment tous parlé de... En fait, j'ai senti un écho, voilà, un grand écho à tout ce que j'avais rencontré moi-même dans les plateformes de soutien, les témoignages que j'ai reçus et qui ont abouti à ce livre, L'adieu interdit. J'aborde la question du tri, j'aborde la question de la peur et du rapport entre la peur et l'humain, parce qu'il y a 2 chapitres, quand la peur a raison de l'humain et quand l'humain a raison de la peur, et c'est là qu'on voit tout ce que vous avez dit sur la dérogation, la transgression. Bien sûr qu'il y a eu des tas d'endroits dans lesquels on a dérogé, on a transgressé par humanité, et tous les témoignages que j'ai eus, personne ne l'a regretté. Hein, c'était vraiment ça. J'ai parlé... Alors, bien sûr, j'ai aussi parlé de cette... j'ai regretté qu'il n'y ait pas au conseil scientifique, effectivement, un représentant des sciences humaines, un philosophe ou un psychologue clinicien, évidemment, parce que je pense que, et ça vous l'avez très très bien dit, on a voulu préserver la vie biologique, ça a été dit beaucoup ce matin aussi, au détriment de la vie, moi je reprends l'expression de Cynthia Fleury, la vie indivisible, qui est aussi une vie affective, une vie relationnelle, une vie spirituelle, une vie démocratique. Hein. Et tous ces aspects, évidemment, n'ont pas été, on n'en a absolument pas tenu compte, et vous l'avez très très bien dit. Alors, pour ma part, j'ai envie d'aborder 3 choses. D'abord, je vais parler de l'importance du contact. Bon, ça a été beaucoup dit ce matin, nous sommes des êtres de contact, de relation, vous l'avez dit aussi, hein, et c'est ce droit imprescriptible à la présence humaine lorsqu'on est vulnérable, fragile et a fortiori mourant. Et je voudrais vous raconter une histoire qui n'est pas dans mon livre parce qu'elle m'est arrivée après. Mon livre est sorti en octobre. Et en octobre, j'ai un très bon ami de 80 ans qui s'est retrouvé, qui a attrapé le Covid et qui s'est retrouvé en réanimation. Alors, réanimation, je dirais sur le ventre, intubé,
dans le coma. Je ne l'ai appris que 2 semaines plus tard par sa femme qui m'a appelée et je lui ai dit « Mais est-ce que tu peux aller le voir ?» Elle me dit « Non, on me l'interdit. » Nous étions en octobre. Le président de la République avait pris la parole en disant que désormais, on ne pouvait pas empêcher quelqu'un d'aller dire au revoir à un mourant. Et je lui dis « Mais ils n'ont pas le droit de t'empêcher d'aller lui rendre visite. Il faut absolument que tu rappelles cette parole d'Emmanuel Macron. Imagine qu'il meurt la semaine prochaine. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu vas vivre en te disant que tu n'as pas essayé d'aller le voir ?» Mon ami a appelé immédiatement le médecin et lui a dit « Vous n'avez pas le droit de m'empêcher d'aller voir mon mari. » Donc il l'a laissé venir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a passé 1 heure. Il est évidemment dans le coma. Elle lui a parlé. Elle l'a touché avec des gants, mais elle l'a touché. Et le lendemain, il allait mieux. Et le médecin a observé, il l'a autorisé à revenir tous les jours. Il est sorti de son coma. Il a été beaucoup mieux, sorti de son coma. Et c'est là qu'on a vu effectivement que la présence... On imagine bien qu'un homme, peut-être n'ayant plus aucune... Un homme de cet âge-là, n'ayant plus aucune visite, peut-être... évidemment, c'est ce que j'imagine, hein, qu'on peut vivre, même dans le coma, le sentiment que l'on n'a plus sa place sur Terre, et peut-être ce qui fait que peut-être on ne s'accroche plus à la vie, même quand on est dans le coma. Je veux dire, il y a quelque chose, au fond, peut-être qui lâche. Cette visite quotidienne de sa femme, ça l'a ramené à la vie. Il a été ensuite en SSR, bon, et là, de nouveau, interdiction de visite, parce que la cadre de santé avait peur que des visites fassent rentrer le virus dans le... Bon, il a fallu de nouveau se battre, c'est quand même un combat permanent de rappeler le droit à la visite, le droit au contact, à la relation. Bon, elle a finalement obtenu de pouvoir continuer à le voir. Aujourd'hui, cet ami va bien. Et même les médecins disent que c'est miraculeux. Il va bien, il n'a plus aucune séquelle. Et là, vraiment, je me dis, cette présence humaine, non seulement ça l'a aidé à revenir à la vie, mais peut-être même que ça lui a donné aussi la force, je dirais, la force mystérieuse aussi, peut-être, ça c'est le mystère des organismes et du corps, mais aussi peut-être du psychisme. Hein, aujourd'hui, cet ami va bien. Donc, importance du contact. La deuxième chose dont je voudrais parler, c'est le deuil. Alors, Elisabeth, très justement, nous a renvoyé vers ce livre de Delphine Orviller, « Vivre avec nos morts », qui est un livre magnifique. Parce qu'effectivement, nous avons aujourd'hui 100 000 familles qui ont des deuils extrêmement difficiles à vivre. Quand on n'a pas pu dire au revoir, accompagner quelqu'un, quelquefois qui était à 40 mètres de là, c'est l'exemple que je donne dans un EHPAD, d'une femme qui voulait dire au revoir à sa mère, et la mère était, je dirais, vraiment je dirais peut-être à la même distance que le bout de cette pièce, et qu'il y avait une interdiction d'entrée. C'est quelque chose d'insupportable quand on sait que la personne qui là n'est pas dans un coma, c'est une personne âgée qui probablement peut-être aussi s'est laissée glisser dans le syndrome de glissement et qui réclame sa fille. Il y a quelque chose là d'insupportable. On imagine la culpabilité des familles et ce difficile travail de deuil. Je me souviens que lorsque j'avais écrit La mort intime, un des psychanalystes que je connaissais, Pierre Fédida, m'avait dit « Marie, avec ce livre, en fait, ce que vous faites, l'accompagnement, eh bien, savez-vous que ce que vous faites, vous constituez le linceul psychique du mourant ». Et là, quand j'ai lu le livre de Delphine Orviller et que j'ai vu que de parler des morts
eh bien, c'est une façon de coudre le linceul et de permettre justement de s'apaiser par rapport à ce mort. Car, dit Delphine, et elle a bien raison, nous sommes envahis par des fantômes et des revenants. Qu'est-ce que c'est qu'un fantôme et un revenant? Je ne sais pas si vous avez vu la représentation d'un fantôme. C'est un drap mouvant, hein, avec deux yeux, comme ça. Hein, c'est comme ça qu'on représente les fantômes, parce que le linceul n'est pas cousu. Il n'a pas été cousu par des mots. Les mots, quand on dit au revoir à un mourant, on coud son linceul. Et c'est comme ça qu'il peut partir en paix. Tous ces mots, hein, n'ont pas eu lieu. Et ces familles, ces 100 000 familles dont je vous parle, elles sont habitées par leur mort. C'est ça les revenants, c'est celui qui revient dans la pensée, dans les rêves. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup effectivement de fantômes et de revenants. Et il faut absolument, dans tous les deuils, les rituels de deuil que l'on peut inventer. Il y a dans mon livre une lettre aux endeuillés dans lequel je les invite vraiment à construire un rituel dans lequel on parle aux morts. Même s'il est mort il y a 1 an, on lui parle. On met une photo, on peut faire une petite construction symbolique parce que la fonction je dirais, le rite est efficace. Il y a une efficacité symbolique à cause des symboles, justement. Une bougie, une photo, des mots. On parle aux morts et on lui dit ce qu'on aurait aimé lui dire, ce qu'on aurait aimé faire pour lui et qu'on n'a pas pu faire parce qu'on vous l'a interdit. Il n'y a aucune raison de porter une culpabilité qui est une culpabilité sociétale. Hein, c'est très important. Les familles n'ont pas à porter la culpabilité qui revient à nos décideurs, finalement. Et à tous ceux qui aussi, peut-être, je pense aussi, parce qu'il y a les décideurs politiques, mais il y a aussi, vous l'avez très bien dit, aussi ce pouvoir énorme des directeurs d'EHPAD, qui parfois est un pouvoir qui a été au-delà, je dirais abusif, nous le savons. Donc ça, je voulais en parler, dire un petit mot. Et puis, revenir sur cette question justement attendez, je voulais revenir. Attendez, il y a un point. Oui, la dernière question, c'est que je crois que tout ce qui s'est passé là nous a montré une chose, c'est que nous sommes dans le déni de la mort aussi. Et j'ai écrit des tribunes sur ce point. Je crois qu'il y a quelque chose une des leçons que nous pouvons tirer de ce confinement, c'est que nous devons sortir du déni de la mort. Et par exemple, dans les EHPAD, j'ai travaillé pendant 1 an à aider des directeurs d'EHPAD à sortir du déni de la mort. Parce qu'on pense que les personnes âgées, il ne faut surtout pas leur parler de la mort. Prendre soin d'elles, c'est parler de la vie. Mais c'est qu'on ne peut pas séparer la vie et la mort. Même pour nous, je veux dire, la mort fait partie de la vie. Et les personnes âgées sont des personnes qui pensent à la mort. Quotidiennement, elles y pensent parce qu'elles en sont proches. Et elles n'y pensent pas du tout d'une façon morbide. Ça fait partie de leur pensée. C'est tout à fait compatible avec la vie. On peut avoir envie de vivre encore et en même temps penser à sa mort. Parce que penser à sa mort, c'est aussi penser à ce que l'on va transmettre. C'est aussi penser à ce qui est essentiel, peut-être à vivre. Et elles ont bien su nous le dire. Celles qui, au moment de Noël, ont dit « je préfère vivre ce dernier Noël avec mes enfants et prendre le risque de mourir ». Elles ont bien su nous dire où était leur priorité, ce qui était essentiel pour elles. Donc elles pensent à la mort. Et que des soignants dans les EHPAD ou des directeurs d'EHPAD s'imaginent pas aborder d'eux-mêmes, mais s'asseoir à côté de quelqu'un qui aborde la question de la mort, eh bien, c'est les déprimer, ils se trompent. Car prendre la fuite ou botter en touche, c'est laisser les personnes âgées dans une immense solitude.
parce qu'elles y pensent, elles aimeraient que quelqu'un puisse s'asseoir et pouvoir dire « Voilà, je sens que ce n'est pas très loin » ou « J'aimerais bien que la mort vienne ». Après tout, le désir de mourir fait partie des désirs que l'on peut avoir quand on est très âgé. Et ça, on peut l'entendre. Hein. On peut l'entendre comme... Et souvent, les personnes ont besoin de le dire, de le déposer. C'est peut-être l'occasion, justement, de recueillir aussi leurs directives anticipées, de savoir comment elles aimeraient que ça se passe. Et ça ne veut pas dire du tout qu'elles réclament la mort. Elles disent, voilà, elles aimeraient bien que ça vienne. Hein. Justement, peut-être pour pouvoir en parler. Et malheureusement, souvent, il n'y a personne pour en parler. Et je crois que s'il y a une des leçons que nous avons à tirer de ce confinement, c'est de ne pas éviter la question, hein. Sûrement pas l'aborder de façon, je dirais, comme ça, artificielle et péremptoire. Il ne s'agit pas du tout de ça. Hein. Mais quand une personne lance une phrase pendant la toilette, tiens, je sens que c'est pas loin, ou j'aimerais bien que la mort vienne, qu'est-ce qu'elle attend pour venir me chercher? C'est la perche tendue pour s'asseoir et dire, parlons-en. Qu'est-ce que vous avez envie de me dire à ce propos-là? Qu'est-ce qui vous vient? Voilà, je peux vous écouter. Rien que ça fait énormément de bien aux personnes âgées. Voilà, je vais terminer là-dessus.